Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage pour une nouvelle vidéo, en fait, qui introduit une playlist qui sera entièrement consacrée à l'utilisation des peintures à l'huile, aux différents effets qu'on peut faire, aux innombrables techniques qui sont possibles avec les peintures à l'huile. Et donc, ce sera une succession de petites vidéos comme ça, avec mise en pratique, donc très ciblées à chaque fois sur un effet bien spécifique. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais introduire cette playlist avec notamment le matériel que j'utilise, que ce soit les pinceaux, les peintures à l'huile, les diluants, le petit auxiliaire qui va bien, et puis bien entendu, on mettra en pratique le nuancier que je vous montrerai, qui permet en fait d'obtenir n'importe quelle teinte à partir d'une gamme de couleurs à l'huile relativement restreinte. Donc vous l'avez découvert, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le Spitfire, sur la mise en peinture et le Spitfire du Spitfire, la mise en peinture et le vieillissement du Spitfire, vous l'avez découvert à un moment donné sur certaines images. On voit quand je prépare des mélanges bien spécifiques avec des teintes spécifiques, on le voit que j'utilise ce nuancier. Donc c'est un vrai plus. Vous allez voir que c'est un vrai outil très très utile puisque ça permet de réaliser n'importe quelle teinte d'huile. Donc ça c'est vraiment bien parce que quand on a peint aux acryliques et qu'on veut une peinture à l'huile mais qui est exactement la même couleur que la peinture acrylique qu'on a utilisée, eh bien ce petit nuancier il va être fort utile. Donc on va regarder tout ça. Les huiles, alors les huiles c'est un grand classique chez les maquettistes. Alors même s'il y a eu l'apparition des produits énamel tout prêts, qui sont très très utiles et qui permettent notamment de pas se tromper sur la dilution, choses comme ça. Donc quand on a besoin de faire un lavis, donc un jus, vous verrez que j'utilise le mot lavis parce que je n'aime pas le terme jus, je le trouve assez imprécis, et puis il n'a pas d'équivalent dans les autres disciplines artistiques qui mettent en utilisation les peintures à l'huile. Je trouve que jus, voilà, c'est un mot que j'aime pas. J'en reparlerai dans la vidéo qui sera consacrée au lavis. Moi, j'aime bien parler de lavis généralisé ou localisé. Ça permet d'être beaucoup plus précis parce qu'un jus, en fait, ça veut tout dire et en même temps, ça veut pas dire grand-chose quant au mode d'application. Donc ça, on le verra. Donc je sais que jus, tout le monde sait de quoi je parle quand on est maquettiste, quand je dis un jus, voilà. Mais en dehors du monde de la maquette, personne ne sait ce que c'est un jus, alors qu'un lavis, ça parle aux gens qui utilisent régulièrement de la peinture, quel que soit le support. Donc ça, c'était la petite parenthèse, donc ne ratez pas cette vidéo qui sera peut-être un petit peu polémique, mais j'ai des choses comme ça qui me tiennent à cœur. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça j'y tiens. Je déteste ce terme en fait, même si les copains l'utilisent, même si voilà dans le collectif les autres l'utilisent. Moi personnellement, je l'utilise pas, je l'aime pas, je le trouve voilà trop vague. Voilà, c'est ça, c'est le mot, trop vague. Donc on verra tous ces petits effets, hein, des grands classiques. On verra le filtre, hein, en fait le glacis. Bon là je me permets éventuellement de dire filtre et de pas insister sur le fait que c'est en fait des glacis. On verra également comment reproduire des traces des effets spécifiques, carburant, graisse, projection de boue, et puis on regardera aussi comment faire des dégradés, comment retoucher les surfaces. Donc tout ça en fait, tous ces petits effets, on a besoin d'avoir une peinture qui est pure, qui est pas prédiluée. Donc c'est pour ça que ces produits énamel qui sont quand même bien, à un moment donné, ils ont une limite. La limite, c'est le fait qu'ils soient déjà dilués. Donc un avantage au départ devient en fait l'inconvénient du produit. Et puis même si les gammes, les nuanciers s'agrandissent de jour en jour, eh bien malgré tout c'est difficile de réaliser une teinte très spécifique. Ça c'est assez compliqué, et puis ce que je reproche aussi en fait à ces gammes de produits tout prêts, c'est que d'une certaine manière il y a eu une uniformisation du résultat, et on le voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de maquettistes qui reviennent à l'huile, parce que ça ouvre beaucoup plus de champs pour réaliser des teintes, choisir des teintes chaudes, des teintes froides, essayer un petit peu d'aller un petit peu plus loin, et de vraiment faire une recherche sur la couleur qui sera bien pour tel effet, pour vieillir, pour le lavis, pour le filtre, etc. Donc on verra à la fin de cette vidéo comment mettre en pratique rapidement ce petit nuancier. Et puis on va commencer par parler bien de la peinture à l'huile. Donc c'est un grand classique, peinture à l'huile qu'on trouve dans les magasins d'art en fait, hein.
En l'occurrence, moi j'ai du Van Gogh et j'ai du Rembrandt. Alors la marque importe peu. Vous pouvez utiliser du Lefranc-Bourgeois, du Old Holland. Je sais que les figurinistes apprécient beaucoup certaines couleurs de chez Old Holland parce que il y a une forte pigmentation, parce que c'est de la très très bonne qualité. Ce qui est important en fait au-delà de la marque, c'est la qualité. Donc il faut que ce soit une huile qui est super fine. Voilà, ça c'est la seule chose, donc elle sera un petit peu plus chère, mais il faut compter 2,50 €, entre 2,50 € et 5-6 € le tube, en fonction de la couleur, puisqu'il y a des pigments qui sont plus chers que d'autres. Donc voilà, donc vous les trouvez n'importe où, il n'y a pas de... Honnêtement, entre Rembrandt, Van Gogh, moi que j'utilise beaucoup, je ne vois pas de différence. Ce qui est important, c'est vraiment la qualité pour avoir un minimum d'huile de lin. L'huile de lin, c'est le liant. Vous l'avez quand vous ouvrez un tube neuf, hein, même quand c'est de la très bonne qualité, vous l'avez au tout début. Hop, bon là on l'a pas puisque je m'en sers régulièrement, mais vous l'avez sinon au tout début du tube. Donc il suffit simplement de prendre un petit papier absorbant comme ceci et puis de venir hop absorber le liant qui est en trop. Et puis comme ça vous avez la peinture à l'huile. Donc c'est quand même important de conserver le liant, on le verra sur ma palette, mais pas trop non plus. Moi je conserve quand même, je conserve quand même le liant. Donc ça c'est pour ce qui est peinture à l'huile. Pour ce qui concerne donc les diluants. Alors moi j'utilise pour les diluants, j'utilise du White Spirit grade artiste. Alors n'utilisez pas de White Spirit en 1 litre que vous trouvez en magasin de bricolage parce qu'il est de moins bonne qualité, il est beaucoup plus agressif. Et il est aussi beaucoup plus gras. Donc là, ce qui est important, c'est voilà, soit du White Spirit pour artiste, vous pouvez éventuellement aussi utiliser de l'essence F, de l'essence à briquet, ça va s'évaporer par contre beaucoup plus vite, donc il faut prendre ça en considération. Mais moi, j'utilise voilà, essence de pétrole, White Spirit pour artiste. Pareil, vous trouvez ça en magasin d'art. Vous pouvez également utiliser les diluants qui sont proposés par les marques de maquettes, les fabricants espagnols. La qualité est aussi très bonne. Et puis prenez-en un sans odeur. Je crois que maintenant on en trouve que sans odeur. Donc ça, c'est pour diluer ma peinture. J'utilise également de l'essence de térébenthine. Alors là, c'est pas du tout pour diluer ma peinture. Attention, c'est vraiment très très important de bien faire le distinguo là-dessus. Je l'utilise pour nettoyer mes pinceaux en fin de session, parce que l'essence de pétrole, le White Spirit sans odeur, il est assez maigre. Donc ça va, pour faire la comparaison, vous savez, quand on voit des pubs pour les après-shampoings, on voit le cheveu qui est gainé par l'après-shampoing, qui est protégé par une pellicule. Eh bien, c'est ce que va vous donner d'une certaine manière. Enfin, j'aime à avoir cette image en tête quand je trempe en fin de session mes pinceaux dans l'essence de térébenthine qui est beaucoup plus grasse. Ça va permettre de conserver la souplesse des poils du pinceau. Éviter qu'il se dessèche de trop avec le White Spirit pour artiste. Donc l'essence de térébenthine, je ne l'utilise que pour nettoyer mes pinceaux. Si vous l'utilisez pour diluer vos peintures et les appliquer sur vos maquettes, vous allez voir, c'est très très gras. Ça peut être aussi éventuellement agressif avec certains types de peintures vinyliques ou acryliques. C'est très gras, ça met beaucoup plus de temps à sécher et le fini va être brillant. Donc ça, à proscrire. Moi, en tout cas pour moi, je n'utilise pas d'essence de térébenthine pour appliquer mes peintures. Et puis, un troisième produit dont je ne peux plus me séparer, c'est le Oil Expert de chez donc le Enhancing Medium de chez Vantage Modeling Solution. Donc c'est une marque qui propose énormément de produits qui sont de très 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 bonne qualité. Tous ceux que j'ai utilisés, je n'ai jamais été déçu. Celui-là, je l'avais pris parce que dans la description du produit, il était indiqué que ça transformait vos huiles en énamel. Et je me suis dit, tiens, si ça amaigrit un petit peu les huiles, qu'il y a un fini mat, tout ça, je l'avais pris comme ça, et je ne peux plus m'en passer maintenant. Et effectivement, donc on en ajoute quelques gouttes à sa dilution de peinture à l'huile, et effectivement, la peinture va sécher beaucoup plus vite, pardon. La peinture va être un peu plus maigre. Alors, ça va pas non plus complètement amaigrir votre huile, mais elle va être un petit peu moins grasse, et le fini sera super mat. Donc ça, c'est vraiment le petit produit dont je ne peux plus me passer. J'en ai 5 flacons d'avance au cas où il y aurait voilà une pandémie, par exemple. On ne sait jamais. Donc ça, ce sont voilà les petits diluants et auxiliaires que j'utilise. On passe à présent aux pinceaux. Alors pour les pinceaux, pour les huiles, pour appliquer les huiles, j'utilise des pinceaux qui sont plutôt nerveux. À la fois pour les appliquer et aussi pour les tirer. Donc j'ai 2 sets de pinceaux quand je travaille avec les huiles. C'est des pinceaux qui vont permettre d'appliquer,
donc ils vont être des pinceaux qui vont être mouillés, et des pinceaux qui me permettent de faire en fait des fondus. Et ça, ce sont des pinceaux qui devront toujours rester secs. Donc je vous montrerai comment, éventuellement, si on fait une erreur, sécher rapidement son pinceau. Parce que si je le trempe dans mon essence de térébenthine, que je l'essuie, il y aura toujours un petit peu de solvant dessus. Il sera pas complètement sec, donc je pourrai pas l'utiliser immédiatement. De même si je trempe dans le White Spirit pour artiste. Bon, je vous donne l'astuce tout de suite, c'est d'avoir un petit pot en fait d'acétone. Donc vous le nettoyez, si jamais vous avez fait une erreur, que c'est votre série de pinceaux qui doit rester sec, et que vous ne voulez pas vous tromper et prendre un pinceau qui est humide pour faire du fondu, parce que là ça va être catastrophique. Eh bien vous avez vous nettoyez votre pinceau, vous le trempez dans l'acétone et vous le laissez 2 minutes à l'air, et l'acétone, comme c'est très volatile, eh bien votre pinceau va être sec. Vous pourrez l'utiliser à nouveau. Vous pourrez l'utiliser à nouveau pour faire des fondus à sec, des glaciers à sec. On en reparlera de ça. Donc moi j'utilise les Prince Auguste, donc à poil court, série 100, mon Marthe Kolinsky. J'ai exactement la même série, alors là je ne vous l'ai pas sorti, j'ai exactement le même type de pinceau, mais chez Raphaël. Alors c'est la série, il me semble, 8400, j'aurai l'occasion de vous le représenter quand on mettra en pratique tout ça. Alors c'est le même pinceau, donc poil court, un petit peu plus nerveux. Et ça c'est très bien d'avoir un pinceau nerveux quand on veut fondre. Un pinceau trop souple, ça va prendre trop de temps. Et c'est exactement le même type de pinceau, sauf que le manche est noir. Et comme je vous l'ai dit, juste avant, là, j'ai besoin d'une série de pinceaux qui va être mouillée, une série de pinceaux qui doit toujours rester sec. Eh bien, la différence de coloris du manche me permet de faire le distinguo entre ces deux types de pinceaux rapidement quand j'ai besoin d'en attraper un. Donc ça, c'est pour l'application, et puis également pour tirer et retoucher les peintures, les tirer à sec. Donc, poil court, Marthe Kolinsky, ça c'est des séries qui tiennent bien, hein, que ce soit chez Prince Auguste ou chez Raphaël. Des séries, si on les entretient bien, il n'y a aucun souci, la pointe reste bien. Là c'est un gros pinceau, hein. C'est un 2, je descends comme ça, j'ai la série jusqu'à 3-0 je crois. Donc ça, c'est pour le tout venant. On a ensuite, pour des applications très très précises, les traceurs. Hein, des pinceaux liner, donc ici il s'agit d'un Raphaël 6-0. Donc ça c'est très bien quand on veut faire des lavis localisés ou quand on veut retoucher, faire des coulures, des choses comme ça. C'est un pinceau qui est très très fin. Alors je sais que Hamo en propose, mais ils descendent pas jusqu'à 6-0. Et vous allez voir que par moment, quelle que soit l'échelle, on a besoin d'un traceur qui est très très fin comme ça. Et puis enfin toute une collection en fait de pinceaux plats. Alors là il est pas plat, c'est une langue de chat, donc il est un petit peu, vous voyez, un petit peu arrondi au bout. Moi je préfère les langues de chat, ça laisse moins de traces quand on tire les peintures, quand on les tire avec du solvant ou à sec. Et j'ai toute une collection comme ça de pinceaux, que ce soit synthétique ou des sables, hein. Il y a des sables dedans, donc là c'est la marque générique du Géant des Beaux-Arts. Donc j'en ai toute une série, j'en ai même des très 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 petits, vous voyez. Là c'est du 0, donc il est tout petit. J'en ai toute une collecte comme ça, et on la découvrira au fur et à mesure. Là c'est des isabais, hein, des isacryles. On les verra. Après il y a des pinceaux très très spécifiques, vous allez voir, en dents de scie, des triple liners, vous allez voir, c'est plutôt sympa, ça fait gagner du temps. On verra quand on les mettra en pratique, en fait, quand on aura besoin de ces pinceaux. Mais là vous avez en fait voilà les 3 grands types de pinceaux. Pinceau plat, langue de chat, des traceurs, hein, des liners, donc très très fins, et puis des pinceaux à poil court, avec un réservoir très très court, puisqu'avec l'huile on n'a pas besoin du réservoir comme en acrylique. C'est pas ça qui compte. Donc voilà qui est pour les pinceaux. Donc en fait je vous ai présenté les 3 choses dont on va avoir besoin. Le matériel de base, c'est ça. Vous voyez, c'est pas non plus une énorme usine à gaz, tout ça, hein. Et encore, vous avez vu, j'ai quand même 3 diluants différents pour des utilisations différentes. On va regarder maintenant, voilà, ma petite Bible. Alors elle m'avait été conseillée, et je remercie encore vivement, hein, à chaque fois que je l'ouvre, je pense à lui, Richard Poisson, qui est une figure incontournable du monde de la figurine, hein, à l'international, hein, en France mais aussi à l'international. Il m'avait conseillé ce petit nuancier, quand justement je lui disais que j'avais des soucis pour reproduire certaines teintes que j'avais appliquées
en version acrylique, et j'avais du mal à retrouver les couleurs par mélange et tout ça. Il m'avait dit, écoute, achète-toi ça coûte une petite dizaine d'euros, vous trouvez ça chez Cultura, et c'est tip top. Et effectivement, c'est tip top. Donc c'est un petit bouquin, voilà, qui se présente comme ceci. Donc on vous explique comment ça va marcher après les pages du nuancier. Donc en gros, c'est 30 couleurs dont on regarde le résultat. Pour ces 30 couleurs, on fait 12 mélanges. On les mélange à une palette de ce qu'ils appellent les 12 pigments de la palette de base. Et pour ces 30 couleurs, à chaque fois, on va regarder ce que ça donne par mélange. Donc vous avez au début, voilà. Donc ça malgré tout, c'est très intéressant. Vous avez la théorie des couleurs avec le cercle chromatique. Donc ça, c'est très intéressant. Les couleurs complémentaires qui peuvent servir très souvent pour faire des ombrages. Par exemple, comment on ombre du jaune? Eh bien, on ombre du jaune avec du pourpre violet. Vous voyez? Donc on ombre, et ça c'est intéressant de savoir ça. Donc ce petit guide, eh bien reprend en fait un petit peu toute cette théorie. Donc vous l'avez là, donc c'est bien. C'est pas la peine d'avoir un cercle chromatique en plus à côté. Donc ça c'est plutôt sympa. Et on attaque du coup, voilà en fait comment se présentent les pages du nuancier. Voilà, donc vous avez une couleur qui est étudiée, le bleu de cobalt, et on le mélange à chaque fois donc avec les 12 pigments de la palette de base, en commençant par le jaune citron. Donc un mélange à 50-50 de jaune citron et de bleu de cobalt va donner cette teinte. Si je rajoute à ce mélange 50% de blanc, je vais avoir cette teinte, et si je rajoute 80% de blanc, je vais avoir cette teinte. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est réalisé comme ça pour chaque couleur, et puis on va avoir 30 teintes qui vont être comme ça, étudiées. Donc ça vous permet, vous, de décider, imaginons, je sais pas, j'ai besoin d'un gris vert, voilà, prenons l'exemple, eh bien, je regarde, je me cale sur le nuancier, je me dis, bah ça, cette teinte-là serait pas mal, donc c'est terre d'ombre brûlée avec vert émeraude, mélange 50-50, et je rajoute 50% de blanc. Donc ça peut, voilà, ça c'est vraiment, il est très très utile, je ne m'en sépare plus, et avant de commencer un vieillissement, ou avant de commencer la peinture d'une figurine, eh bien je regarde les teintes, vous voyez, il y a encore des post-it, je pense que c'est des post-it qui restent du Spitfire. Voilà, donc des post-it qui restent du Spitfire, retouche sur le marron, donc je m'étais prévu ça, échappement, donc 3e teinte pour les échappements, pour les traces d'échappement, la coulure d'huile moteur, donc vous voyez, il y a tout un tas de choses. Alors, au final, bien entendu, ça vous fait une gamme, si vous voulez pouvoir à tout moment réaliser n'importe quelle teinte qui figure dans ce nuancier, il vous faut avoir les 42 couleurs à l'huile, voilà. Mais vous pouvez commencer avec une gamme restreinte. Sachez que une fois que vous aurez ces 42 couleurs, donc 30 plus 12, eh bien vous aurez toutes les teintes, toutes les références qu'il faut qui sont nécessaires pour réaliser n'importe quelle couleur de ce nuancier. Donc c'est relativement restreint, vous voyez, c'est un investissement malgré tout de 150 €, mais les produits énamel, vous faites le compte entre tous les wash, entre les filtres, ensuite entre les énamels qui sont un petit peu plus denses pour faire la boue, pour faire tout ça, voilà, parce qu'on vous les vend pour faire de la boue, mais en fait c'est des énamels qui sont plus denses qu'on pourra utiliser pour autre chose. Et les énamels comme ça qui sont prédilués, on peut pas les utiliser du coup purs pour faire des petits effets dits d'OPR. Alors, le oil painting rendering, c'est un concept qui a été introduit par Michael Rinaldi. C'est pas une technique, hein, il le dit lui-même, c'est pas une technique, c'est un terme qui lui permet en fait de regrouper tous les petits effets, les petites retouches qui vont faire intervenir des peintures à l'huile lors du vieillissement. Donc c'est pas une technique l'OPR. Donc on peut pas dire j'ai utilisé la technique de l'OPR, parce que c'est pareil, ça veut rien dire. C'est l'OPR, ça regroupe en fait tout ce qui peut être fait avec des peintures à l'huile, donc des glacis à sec, des petites coulures, soit avec du diluant, soit sans diluant. Voilà, voilà, l'OPR c'est un sac à dos dans lequel on met hop tout ça, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a principalement des tubes d'huile qui vont nous permettre voilà de réaliser tout type d'effets. Parce que là je vais vous faire une série de vidéos, mais je pense qu'au fur et à mesure elle va s'enrichir. Une fois que la série de base sera faite, eh bien, j'en referai certainement d'autres, parce qu'avec les huiles, on découvre toujours de nouveaux effets qu'on peut faire. Donc c'est ça qui est plutôt bien. Donc, trêve de blabla. Prenons un exemple concret.
Donc là, j'ai mon modèle de Vindicator, donc que j'avais déjà utilisé pour faire différents tests, que j'ai décapé avec du Glanzer, hein, tout simplement. Il y avait de la pré-mission model, un camouflage avec de la peinture mission model. Je l'ai fait tremper une nuit dans le Glanzer, tout est parti, j'ai passé un coup de brosse, et je me suis refait donc une petite couleur de base gris bleuté, un peu aéronaval, Deuxième Guerre mondiale, aéronaval des années 30-40, française. Donc j'ai simplement fait ça, j'ai fait un petit pré-ombrage, que je peux jamais me retenir, je peux pas faire un aplat de couleurs, c'est pas possible, c'est un problème en fait. Voilà, je suis à deux doigts de faire un AVC quand je fais ça. Donc j'ai fait eh bien un pré-ombrage. Donc j'ai utilisé la technique du pré-ombrage sur une base de noir, puis j'ai vaporisé du blanc dans le style mottling, un petit peu marbrure nuagée. Hein. Donc j'ai voulu conserver quelque chose de très très léger, vous voyez, c'est pas hyper voilà. L'idée c'est pas que ce soit flagrant, mais qu'on ait quand même déjà un petit peu de contraste hein, sur les surfaces. Donc de ce côté-là, j'ai mis du vernis brillant. Mon vernis brillant, hein, l'Aqua-Gloss. De ce côté-là, j'ai pas verni du tout, donc on a le résultat avec la Mission Model. Et puis en dessous, j'ai aussi également vernis brillant. Donc on verra parce que de temps en temps, on a besoin de supports qui sont recouverts de vernis brillant et d'autres où c'est mieux d'avoir du mat ou du semi-satiné. Donc on verra en fait tout ça. Hein, de toute manière, ça va se faire progressivement au fur et à mesure des petites vidéos sur les huiles. Donc le cas concret, voilà, j'ai mon aile ici. Alors j'ai travaillé un petit peu en amont. Si je devais me trouver une teinte équivalente, voilà, je regarde un petit peu sur mon nuancier, et puis bah en fait j'aime assez cette teinte-là, donc qui est un mélange de bleu outre-mer et de vert émeraude. Donc déjà, dites-vous quand même que ce nuancier il est super nécessaire parce que je sais pas vous, mais moi à la base j'aurais jamais eu l'idée de mélanger du vert émeraude et du bleu outre-mer pour obtenir cette teinte-là. Voilà, tout simplement. Hein. Après c'est la composition en pigments de couleurs primaires qui fait qu'il y a certains mélanges où il y a des teintes qui vont ressortir plus que d'autres et des fois c'est pas forcément les teintes qu'on attendrait. On peut mélanger deux bleus par exemple et avoir une nuance qui va tirer un peu sur les jaunes. Parce que en mélangeant ces deux bleus, eh bien il y a un pigment primaire qui va s'exprimer clairement alors qu'il ne s'exprime pas quand il est en minorité dans chacune des couleurs. Vous voyez, on additionne à chaque fois les pigments quand on mélange deux peintures. On additionne la quantité de pigments primaires dans l'une, dans l'autre. Et puis bah du coup bah là dans ce cas-là le pigment primaire il devient peut-être majoritaire et il s'exprime dans le mélange alors qu'il s'exprimait pas dans chacune des références. Ça c'est voilà, petit aparté. C'est pas avec ce nuancier, c'est pas la peine de connaître la composition en pigment primaire de chacune de chacune des couleurs. De toute façon, ce serait impossible. Et puis ce serait de l'espace disque dur là-dedans utilisé pour pas grand-chose. Donc voilà un petit peu donc l'exemple. Eh bien, je vais me préparer mon mélange. Alors pour cela, je vais le faire sur ma palette. Et ma palette, en fait, c'est une palette. Moi, j'utilise une palette pelable. Voilà. Donc comme ça, quand j'ai fini, hop, je déchire. Elle est semi-perméable. Donc je ne fais pas dégorger mes huiles. Je garde quand même une part de liant parce que le liant, il a son importance. Donc c'est une palette qui était du format A4 que j'ai redécoupé, hein, pour que ce soit plus simple à manier sur mon plan de travail. Et puis déjà format A5, c'est déjà suffisant hein, pour préparer un bon paquet de mélange. Et puis je vais me prendre donc mon bleu outre-mer et mon vert émeraude. Alors j'attrape mon bleu outre-mer, mon vert émeraude, qui était justement dans les exemples que je vous ai présentés. Hop, voilà ici. Je vais commencer donc par mon bleu outre-mer, hop, que je dépose sur ma palette. J'en dépose une petite crotte. Je prends mon vert émeraude. Voilà. Et puis, bien entendu, il va me falloir du blanc. Donc là, dans le cas présent, j'utilise du blanc de 5. On peut également utiliser du blanc de titane. Pour le moment, la transparence du blanc joue très peu. On aura éventuellement l'occasion, si on veut aller plus loin, de regarder les teintes à l'huile transparente, semi-transparente ou opaque. Hein. Vous l'avez à chaque fois ici, c'est indiqué par un petit indice. Voyez. Donc j'ai mes trois couleurs. Comment je fais maintenant? Alors j'utilise pas de pinceau pour mélanger. J'utilise un cure-dent. Hein. Ça m'évite de salir un pinceau. Donc je prends, on va dire 50% de mon bleu outre-mer. Je prends à peu près 50% de mon vert émeraude. Hein. L'idée c'est de faire un mélange à 50-50. Et puis je travaille bien ma peinture. Toujours
je travaille ma peinture sur ma palette. C'est mon petit rituel, hein, préparer ma palette, ça me détend. Comme je vous l'avais dit, moi je travaille de moins en moins vite en fait, j'aime bien prendre le temps et préparer sa palette de couleurs avant le vieillissement. Moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'on découvre des couleurs et on réfléchit aux effets qu'on va pouvoir faire et on prépare une couleur pour un certain effet et puis on se dit ah bah elle serait bien aussi cette couleur pour l'autre effet que j'avais prévu, des coulures, des salissures, des choses comme ça. Donc je viens prélever hop 50% de mon mélange et j'ajoute du blanc. Voilà, vous avez vu comment je glisse un peu sur ma palette pour au final avoir un dégradé sur ma palette. Voilà. J'ai du coup, eh bien, différentes teintes qui vont plutôt bien aller avec avec ma couleur de base. Je peux en tirer une beaucoup plus claire. Pour me rapprocher encore plus, essayer de reproduire la couleur de base. Donc la teinte est un petit peu plus saturée, mais en séchant, les huiles, en fait, elles perdent quand même cet aspect de saturation de la couleur. Donc voilà, donc ça, c'est du coup, c'était une introduction, en fait, à ce que je vais vous présenter ensuite. J'estimais quand même que c'était important, voilà, de faire ce petit rappel, de vous présenter en fait les éléments qui vont revenir de manière régulière dans chacune de ces vidéos. Ça m'évitera à chaque fois de vous représenter alors le nuancier, je vous le représenterai quand même, je vous dirais bah sur le nuancier j'ai choisi cette teinte là pour faire cet effet là, mais j'aurais tout préparé d'avance. Donc là vous avez vu la préparation de la teinte à l'huile. Petit rituel, forcément c'est beaucoup plus long que d'ouvrir un pot d'énamel, mais je trouve ça hyper intéressant. En fait ça me détend préparer ma palette. Donc voilà, chacun fait aussi comme il souhaite, hein, ceux qui veulent rester aux énamels. Là l'idée de ces vidéos c'est pas vous dire ouais faut passer aux huiles, de toute façon les énamels, non c'est pas du tout mon style, voilà, je tiens pas à faire des choses qui sont clivantes. Chacun trouve ce dont il a besoin, eh bien là où il le souhaite, dans les produits énamel, dans les huiles, ou même dans les acryliques, en faisant du 100% acrylique, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, comme je travaille beaucoup avec les huiles, d'une certaine manière, enfin avec une certaine, voilà, en suivant certaines techniques, certains procédés, ben je vous les partage tout simplement. Il y a pas de, je ne vous impose rien. De toute manière, dans tous les tutos, il n'y a rien qui est imposé. Je vous présente juste certaines notions, certaines façons de faire. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Hein. Je tiens pas à imposer quoi que ce soit. Donc voilà. Donc c'était petite vidéo d'introduction hein, qui a été un petit peu longue, mais comme ça nous évitera de revenir là-dessus sur les prochains tutos qui concerneront les huiles. Donc en attendant justement ces prochaines vidéos, eh bien je vous dis bonne maquette. Faites attention à vous, faites attention aux autres, hein, que ce soit vos proches ou que ce soit des gens que vous ne connaissez pas. C'est hyper important de faire attention aux autres qui sont dans notre environnement aussi, hein, qui sont autour de nous. Donc voilà, faites bien attention. Les gestes barrières, hein, même si ça sert, on ne sait pas si ça sert ou si ça sert pas, mais en tout cas, on conserve les gestes barrières pour éviter d'être contaminé par cette méchante maladie, mine de rien, qui est pas mal affaiblissante. Donc voilà, donc portez-vous bien, bonne maquette, restez zen, prenez du plaisir à faire de la maquette, détendez-vous un maximum par le biais de la maquette. En attendant, eh ben, je vous embrasse, je vous fais un bisou, et vous allez voir, je lance le générique ici.